Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs, les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Salut salut à la famille DMG, pardon. Salut à tout le monde. Je reviens pour raconter encore une autre histoire, toujours affaire de maïs et comme est dans l'œil. Voici un monsieur qui vit en Europe, qui a l'habitude de venir passer vacances chez son ami à Yaoundé. Donc cette fois-ci, il vient passer vacances chez son ami. Et son ami lui donne un coin de sa maison qui est à l'extérieur même. C'est une chambre salon qui est à l'extérieur. Il n'est pas dans la grande maison. Et il séjourne là-bas. Et un jour, il dit à son ami que son argent est perdu, qu'il a perdu une importante somme d'argent et que lui ne va pas laisser ça. Il faut qu'il retrouve son argent. Donc, son ami dit qu'est-ce qu'on va faire? Il dit qu'il connaît quelqu'un qui va faire le maïs. Toujours à faire de maïs. Il dit qu'il connaît quelqu'un qui va faire le maïs. Et donc, l'ami chez qui il habite va donc dire à sa femme que voilà, mon ami a perdu l'argent, il dit qu'on va faire le maïs. Et sa femme qui dit que ça veut dire quoi? Donc mes enfants, tu vois, on va faire le maïs dans les yeux de mes enfants. On est ici, nos enfants ne volent pas et tout. Ce n'est pas parce que c'est mes enfants, mais nous les connaissons, nous qui les avons éduqués, on n'a jamais eu un problème de vol, que ce soit chez nous, ailleurs. Moi, je ne veux pas que quelque chose arrive à mes enfants, à mon enfant, qu'on ne peut pas mettre des trucs dans les yeux. Moi, je ne fais quand même pas les marabouts et tout. Le mari dit que bon, on va partir. Comme sa femme a tellement bavardé et elle a dit que si quelque chose arrive à l'un de ses enfants, ça va prendre le feu, va sortir de la maison. Le mari a eu aussi un peu peur. Et dans tout ça, c'est un homme intellectuel, sérieusement intellectuel. Je ne peux même pas vous dire le poste qu'il occupe. Mais vraiment, les gens tombent souvent dans de ces choses. Comme le mari a eu peur par les menaces de sa femme, que vraiment je ne peux pas. Et ils habitent dans la maison comme ça, avec des grands garçons qui sont à l'université. Les gars là sont dans l'université, les grands gars. On dit qu'on les soupçonne d'avoir volé l'argent de l'étranger qui vient passer les vacances, qui vient passer quelques jours là-bas avec chez eux. Donc, c'est comme ça qu'ils sont partis chez le marabout. Le type là, comme il avait peur d'amener ses fils, il a donc décidé de partir avec les noms. Arrivé chez le marabout, il a dit au marabout, ok, on va faire avec les noms. Mes fils sont pas ils sont indisponibles, ils ne peuvent pas venir. On peut faire avec les noms. Le marabout dit, ça marche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les noms des deux garçons et il a mis le nom de l'un des enfants qui est en Europe. Le marabout ne connaissait pas. Le marabout dit que même avec les noms, ça peut marcher. Je vais faire avec les noms et ça va attraper. Et vous savez quel nom ça a attrapé? C'est quand il fait donc ces choses-là, le maïs n'a pas resté sur le nom du gars qui est en Europe. Il n'est même pas au Cameroun. Et un gars qui est parti en Europe depuis combien? Plus de 10 ans, il n'est même plus revenu en vacances. Son père a mis son nom et c'est lui que ça a attrapé. Son père seulement dit que bon, ok, c'est bon, on va rentrer. Donc, c'est un peu ça. Pour dire que parfois ces choses-là, ce n'est pas toujours vieux. Ou alors ça dépend de l'efficacité du marabout. Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui le font bien. Peut-être qu'il y en a qui ne le font pas bien. Mais cette fois-ci, vraiment, on était tellement étonnés de voir que, mais comment? Donc, c'était un peu ça. Ok. Merci d'avoir écouté et bonne journée à tout le monde. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille. J'espère que vous vous portez bien, la communauté DMG TV. Et aujourd'hui, je suis là pour raconter une histoire qui m'a été racontée par ma mère. Donc voilà, et avant tout, likez,
partagez, commentez. Dites-moi, parce que je suis toutes les histoires de DMG TV. Je vais voir en commentaire ce que vous pensez. Avant de suivre une histoire, tout d'abord, like d'abord, pour ne pas oublier. Parce que je vois la plupart des vidéos, je vois par exemple 4 kilos de vues, mais on te dit 200 quelques likes. Donc avant de regarder, like d'abord. C'est ce que je fais toujours. Ok, c'est une histoire d'un homme riche qui venait à la station-service pour consommer sa voiture, pour les essences et tout ça. Bon, vous savez, c'est l'endroit pour consommer. Donc à chaque fois, il vient à la station-service. Et bon, il y a un employé là-bas qui s'en occupe. Toujours c'est lui qui travaille là-bas. Donc c'est-à-dire à l'heure où il vient, c'est l'heure là que l'homme vient travailler. Vous savez, ils ont des remplaçants et tout. Ok. L'homme vient toujours, il consomme. Et à chaque fois qu'il vient, c'est avec une autre voiture qui vient. Donc il changeait de voiture constamment. Changer de voiture. Donc tellement sa venue était vraiment récurrente. Le gars de la station, qui est plus âgé que lui, c'est un petit même, c'est un petit. Et puis le gars de la station lui dit, mon petit, tu es toujours dans les gros cylindrés, des grosses voitures. Tu es vraiment bien là. C'est bien, mais ça me fait bizarre. Toujours tu changes de voiture, tu es bien. Donc le gars lui dit, toi tu es en train de dire que je vais bien, mais tu ne peux pas savoir ce qui se passe vraiment avec moi. Tu me vois seulement comme ça, ne dis pas que je vais bien. Il dit que non, on n'abuse même pas. Quand on te voit friquer, à chaque fois avec la voiture que tu viens, c'est pas avec ça que tu ne reviens, que tu reviens. Il dit que, bon, comme vraiment on a été vraiment, nous sommes maintenant comme des amis. Je viens à chaque fois consommer chez toi. Je vais te montrer quelque chose. Et là, toi-même, tu vas juger. Je vais t'inviter chez moi dans tel jour. Et le gars de la station-service dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne travaille pas les dimanches. Après le retour de l'église, voilà, on peut se voir. Je dis d'accord. Et puis, le jour venu, il lui a donné l'adresse complète, tout. Le gars arrive chez lui, il trouve que c'était un grand villa. Donc il faut monter, marcher pour arriver au fond. Pour arriver donc à l'entrée même de la maison, du portail, tu vois le bâtiment du villa tellement loin. À gauche et à droite, les extrémités de la maison, du villa, c'était des voitures seulement garées. Les autres ont été couverts, les autres ne sont pas couverts. Tellement de voitures. Le gars arrive jusqu'au fond, puisqu'il a trouvé un gardien. Le gardien lui a dit que oui, justement, mon patron avait dit qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un, tel. D'accord. Il est là, oui, il est là. Il ne montre pas trouver le monsieur. Le monsieur lui dit, d'accord, voilà, ils ont causé. Il lui dit, ok,
Maintenant, je vais te montrer quelque chose. Parce que tu as toujours des questions que tu me poses. Maintenant, je vais te répondre avec tes yeux. Toi-même, tu vas voir. Il lui a amené dans une chambre tout au fond du couloir de sa maison. Il a ouvert la chambre. Il lui a dit, viens voir. Le gars a avancé. C'est là qu'il a vu une fille et une vieille femme. Il lui a dit que c'est qui ces filles? Cette femme et cette petite fille tellement affamée. Qu'est-ce qu'ils ont comme ça, cette affamée? Il a dit que avance bien, tu vois. Le gars avancé, il s'est rendu compte que les deux étaient enchaînés. Il avait eu peur, il a dit que ne crie pas, ne fais rien de stupide. Tu m'as posé la question d'où venait ma richesse, comment je suis friqué, je suis... C'est là, toujours, tu as ça, ce n'est que ça qui sort de ta bouche. Voilà maintenant, cette vieille dame, c'est ma mère. Et cette fille que tu vois, c'est ma soeur. Donc, à chaque minuit, elle me vomit l'argent. Il y a tellement de l'argent qu'elle vomit que maintenant, je ne sais pas quoi faire de cet argent. Voilà pourquoi j'achète des voitures, je fais en sorte que je dépense cet argent. Tellement je ne sais même pas quoi faire avec. Je ne suis pas heureux où tu me vois là. Voici ma mère et ma soeur. Ma seule famille qui pouvait en profiter, les voici ici, en Chine. Donc ne dis pas que je suis heureux parce que tu me vois sourire avec toi. Tu dis que je suis heureux, je suis heureux. Moi, je ne suis pas heureux. Si je pouvais changer ma vie avec toi, je pouvais être la station-service que tu travailles là. Parce que moi, je ne peux pas te mentir, je t'envie. Si je pouvais prendre ta place, je ne vais même pas hésiter une seconde. On devait me payer comme toi. Je pars, je dors la conscience tranquille. Toujours, je ne dors pas. À partir de là, lorsque la nuit s'annonce, je ne dors pas. Toujours, elles sont là en train de crier. Ma mère ne fait que me dire, mon fils, pourquoi tu m'as fait ça? Ma soeur ne fait que dire la même chose. Je ne dors pas jusqu'à 5 heures. À chaque fois qu'elles sont en train de vomir l'argent, il ne faut que crier mon nom. Voilà pourquoi je ne peux même pas avoir de femme, parce qu'il m'a aussi été interdit. Et même si on ne m'a pas interdit d'avoir une femme, je ne peux pas habiter avec une femme. Et on m'a donné des conditions que je devais vivre avec ma mère et ma soeur. Je ne peux pas vivre ailleurs, je ne peux pas, donc la nuit ne peut pas me trouver ailleurs. C'est-à-dire, je vais tout simplement rester avec elle ici. Aucune femme ne va accepter ça. Donc ne dis pas que je suis heureux et tout ça. Toi, tu rentres, tu dors, tu as la conscience tranquille. Moi, je ne dors pas. Donc, ça, c'est mon histoire que tu vois là. C'est comme ça que je suis. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Je suis obligé de me balader dans la journée avec la voiture. Et tout ça. On n'est pas resté à la maison. Et la nuit, je suis obligé. Je suis comme un prisonnier. Prisonnier dans ma propre maison. Je ne peux rien faire de cet argent. Je ne sais pas quoi en faire. Il lui a dit, maintenant tu vas garder ça pour toi. Tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu. Alors je t'accompagne. Le gars était... Il a dit qu'il était stupéfait, il avait eu peur. Dès qu'il est sorti, là tu vois la police. Il s'est rendu au commissariat, il a expliqué que voilà, il y a un homme, il a enchaîné une mère et une petite fille. Et genre, c'est sa soeur et sa mère, venez à tel endroit. Il prend la police, ils arrivent au lieu, ils ne trouvent pas la maison. Ils ne trouvent pas la maison.
C'était un endroit abandonné, une maison, donc une vieille maison qui ont été, donc il n'y a pas eu la finalisation de construction. C'est-à-dire c'est une grande maison donc ils ont commencé à construire, mais elle n'a pas été finalisée. Il y a les herbes dedans et tout ça. Et quand il repasse demain, il voit la maison. Quand il court pour aller voir la police, il revient, il ne trouve pas la maison. Jusqu'à ce que la police lui ait dit que toi, si là, tu as les problèmes mentaux, tu as les problèmes mentaux, tu essaies encore de venir nous appeler à cause de ton histoire d'un gars qui a enchaîné sa maman et tout ça. Tu commences à devenir fou, on va t'arrêter, c'est toi qu'on va arrêter. Voilà, ne reviens plus jamais ici. Donc c'est ce qu'il a expliqué. Et à chaque fois, quand il passe voir la maison, il voit la maison. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc la morale de l'histoire, c'est que arrêtez d'envier les gens. Vous n'avez aucune idée de ce que les gens endurent. Vous n'avez aucune idée. Les gens là sont comme ça. Ils viennent, ils vous montrent que oui, voilà, il est bien. Il est friqué, il est dans les voitures et tout ça. Toujours tu le vois en train de se balader. Tu ne sais pas ce qu'il endure. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Le diable ne donne jamais quelque chose pour que tu sois bien avec. C'est sa mission sur terre. C'est sa mission sur terre. Le diable ne va jamais. Donc, ceux qui essaient de dire que, oh, moi, même si c'est que j'aille là-bas, je n'ai rien à perdre, j'ai tellement souffert, même si c'est quel genre de conditions. Les gens qui parlent de ça, c'est exactement des gens qui ont essayé de se... Je n'ai pas mentionné les mots, l'histoire de YouTube là, ils sont compliqués. Les gens qui jettent les cordes au cou et tomber dans les vides là. C'est exactement avec eux. Quand quelqu'un essaie de faire ça, il saute dans le vide et puis la corde se coupe. Tellement il a commencé à suffoquer, la corde se coupe. Et après tu peux prendre une autre corde, tu dis gars, ta corde là c'est pas bien et fait encore à côté, ça c'est solide, tu vas go avec. Tu penses qu'il ne va pas te gifler. Il a déjà vu ce que c'est la mort, il ne va jamais réessayer. Il ne va jamais réessayer. C'est ce qu'on dit souvent. Il y a que quand tu affrontes la mort que tu apprécies la vie comme il le faut. Donc n'enviez pas les gens et tout ça. Bon, c'était la morale de l'histoire. Donc j'attends de voir ce que les gens vont en dire à propos de ça. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonjour DMG. Je vous suis. Ça fait quelques semaines. J'ai vraiment apprécié votre programme et j'ai beaucoup appris. Donc aujourd'hui, je veux aussi partager mon histoire. Bon, j'ai beaucoup d'histoires. Je veux commencer avec celle de... Il y a une femme. Ça s'est fait la semaine passée. Ça passe même sur les réseaux sociaux ici en Angola. Il y a une femme que le mari l'a laissée. Donc son mari l'a laissée. Et elle était triste et tout. Elle est partie parler avec sa tante. Elle est partie demander à sa tante le conseil. Elle a dit, bon, mon mari m'a laissé, je n'ai plus d'argent. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il puisse revenir vers moi et que j'aie d'argent? La tante lui a dit, bon, moi, j'ai un marabout qui peut t'aider. Ici, on l'appelle Kimbandeiro. J'ai un marabout qui peut t'aider. Il est vraiment fort. Donc, ils ont organisé un jour, ils sont partis au Kimbandeiro. Ils sont partis voir le marabout. Et le marabout l'a dit, bon, toi, pour avoir l'argent, il faut
il faut tuer ta fille, il faut tuer ta fille. Elle avait une fille de 2 ans qui, après la séparation des parents, qui restait avec les grands-parents paternels. Donc, elle a accepté. Elle est partie à la maison de son ex-mari. Elle est partie là-bas après avoir sorti de voir le marabout. Elle a accepté les conditions. Elle est partie voir les parents de son ex. Et elle dit, oh non, je suis venue prendre ma fille pour, pour sortir avec un peu, pour sortir un peu avec ma fille. Ouais, bon, ils n'ont pas fait grave. Ils n'ont pas pensé que c'est un problème parce que c'est sa maman, quoi. Donc, on lui a donné sa fille. Il dit, bon, allez vous balader. Donc, ils sont sortis, ils sont partis, ils s'est promené. C'est ça la parole. Donc, elle a dit qu'elle est partie prendre la fille pour se promener. Donc, ils sont sortis, elle a amené la fille à Benfica sur une montagne. Elle l'a amenée sur la montagne. Donc, elle a tué sa fille de 2 ans vraiment violemment. Après, elle a jeté le corps de sa petite fille in a lake, comment on dit ça? Malagoa. Donc, après ça, elle a jeté la petite fille dans l'eau, quoi. Le corps de la petite fille dans l'eau. Là, les parents commencent à lui demander où est le bébé, comment tu ne l'as pas encore amené, qu'est-ce qui se passe? On part chez elle, le bébé n'est pas là. Ah, mais le bébé est où? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, comme le papa ne l'a confié, le papa de la petite fille là ne l'a confié plus, c'était l'une des raisons qu'il avait laissé parce qu'il voyait qu'elle avait déjà le comportement très bizarre. Donc, il a appelé la police. Il a dit, cette femme ne veut pas dire où est ma fille. C'est notre fille, mais elle devait ou bien être à sa maison ou bien être avec moi. C'est moi qui travaille, c'est moi qui protège l'enfant. Okay, où est ma fille? Elle doit me montrer où est ma fille. Après, elle ne parlait pas, donc on l'a pris. On l'a amenée à la police et après un temps, c'est là qu'elle va avouer que non, qu'elle était partie au marabout. Le marabout lui a dit qu'elle devait sacrifier sa fille pour que le mari revienne et qu'elle ait beaucoup d'argent. Et elle a dit là où elle avait fait le crime, là où elle a jeté l'enfant. Et la police a récupéré le corps. Vraiment très triste, très triste. C'est que une maman peut faire pour l'argent. C'est ça. Bon, excusez mon français, je parle plutôt le portugais et l'anglais. Bon, je parle aussi le français, j'essaie. Bon, merci. Partagez et likez. Abonnez-vous aussi. Ok, bye bye, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG. Bon, mon histoire commence quand j'étais toute petite. Je ne vais pas donner trop de détails. Peut-être il y a des gens qui vont comprendre qui je suis. Donc, on était à l'église. Il y a mon père qui a un poste grand à l'église. Et il y avait une sœur qui avait son fils, on va l'appeler David. Donc David était un enfant comme tous les enfants, avec qui on jouait pendant que les mamans sont dans l'église en train de prier et tout. Nous, on partait dehors pour jouer. Alors, sa maman, j'ai écouté mes parents et les autres adultes et les gens qui étaient dans le groupe de gens qui prophétisent, le groupe de dons,
en train de causer à propos de la maman de David. La maman de David avait des démons apparemment, que quand elle voyait un homme en train de passer, elle regardait donc vers le sexe de la personne, donc de l'homme. Donc même dans l'église, elle ne faisait que regarder vers le, pardon pour le langage, pardonnez-moi, elle ne faisait que regarder, elle ne faisait que regarder dans les pantalons, regarder les pantalons des frères à cet endroit-là, tout le temps, elle ne fermait pas, parfois elle ne fermait même pas des yeux. Donc elle était vraiment, elle est dans l'église, elle est en train de penser des bêtises, que des bêtises. Et donc, on l'a appelé non, avant ça, en plus, non, on l'a appelé pour prier pour elle. On l'a appelé pour prier pour elle. Et elle commence à avouer aussi des autres choses qu'elle voyait dans sa maison. Donc, dans sa maison, quand elle dormait, il y avait le vent qui venait, ça soulevait sa robe, ses habits, les draps et tout. Et elle sentait les mains qui les caressaient. Elle sentait les mains qui les caressaient chaque nuit. Elle disait toujours au nom de Jésus et elle dormait. C'est ça qui l'a protégée. Donc, quand on a prié pour elle, il se fait-il qu'elle ne savait pas que son mari était un magicien. Il était un magicien et il avait le magicien là. Donc, le prophétie sortait, donc son mari était un magicien. Il avait fait un contrat avec un démon qui l'aidait, qui faisait les choses pour lui. Donc, ils avaient un contrat de 5 ans, que le démon là allait travailler pour lui pendant 5 ans. Et après, il allait faire le démon là naître sur la terre. Donc, après les 5 ans, le magicien là avait choisi la maman de David. Donc, il a pris le démon là, il l'a mis dans le ventre de la femme. Quand il a enceinté, il a mis le démon là dans le ventre de sa femme. Et après ça, il a abandonné complètement, il est parti. Donc, l'enfant là, c'était David. Et c'était David qui était en train de caresser les pieds et les cuisses de sa maman pendant la nuit. Et il voulait coucher avec sa maman. C'est lui aussi qui avait mis le sort, le démon là, de commencer à regarder les sexes des hommes dans l'église pour déranger sa vie, pour que ça puisse le faciliter, le mettre, qu'elle puisse avoir envie des hommes pour le faciliter la nuit, pour dormir avec elle. Donc, c'est ce que je veux dire, il faut faire attention. Il faut faire attention avec qui vraiment on se marie. Vraiment, le mariage, ça peut faire ou gâcher la vie. La choix de à qui nous donnons nos corps vraiment a des très graves conséquences. Bon, excusez mon français encore une fois. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et comme j'avais dit dans l'autre histoire, que je parle plus l'anglais et portugais. Moi, je suis angolaise. Merci. Abonnez-vous, partagez et likez. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Voilà. Bonjour. Voilà, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet audio. Voilà. Je tiens à te saluer, DMG, avec ta communauté. Voilà. Je viens tout juste de m'abonner à ta page et j'ai décidé de partager ma petite histoire, mon petit vécu, mon expérience. Une histoire qui est assez, on va dire, mystique et spirituelle en même temps. Voilà. Tout commence quand j'ai 13 ans. Parce que je vais d'abord noter que moi particulièrement, je suis quelqu'un, dès le bas âge, j'étais beaucoup apprécié. Voilà, parce que j'étais quelqu'un de très intelligent, on va dire. Et j'étais beaucoup apprécié des femmes, on va dire ça comme ça, parce que sur le plan physique, si je veux rester humble, je veux dire que j'étais pas mal. Voilà. Autre chose, c'est que quand je vais en troisième, voilà, mes parents, ils ont vu que mes résultats scolaires étaient un peu en baisse. Voilà, ils m'ont envoyé à l'internat.
et je vais taire le nom du collège, mais c'était catholique. Voilà. Et je suis allé, et ce qui s'est passé, c'est que un matin, un camarade est venu en face de moi et je me suis rendu compte qu'il m'avait avancé quelques paroles. C'est après que j'avais compris que c'était des paroles, on va dire quoi, de malédiction, un peu comme ça. Parce que moi, en tant que jeune, moi, je prenais tout ça banal, voilà. Et il est venu devant moi, il m'a dit, toi, quand tu seras grand, tu seras laid. Moi, je sais pas pourquoi il a dit ça. Pour moi, c'était juste banal comme ça. Peut-être, voilà, peut-être que j'ai pris sa copine au collège. Voilà, peut-être qu'il y a eu quelques embrouilles, je sais pas. Bon, moi, j'ai banalisé. Je suis passé à autre chose. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais ces paroles qui me hantaient un peu l'esprit parce que chaque fois, j'avais l'impression que c'était imprégné dans mon esprit, c'était calé. Et j'avais vraiment peur de vivre ces réalités-là. Parce que j'étais vraiment apprécié pour beaucoup de filles. Je ne laissais pas les filles indifférentes, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Indifférentes. Voilà. Et il est venu, dès qu'il a dit ça, après quelques années, on va dire quoi, quand je suis arrivé en première, j'ai commencé à avoir des petits problèmes de peau. Et on va dire que j'avais constaté que la réalité, ce qu'il avait dit, commençait à se manifester sur le plan physique. Et c'était vraiment, ça me faisait un peu peur. C'est là où j'ai commencé à craindre, j'ai commencé à avoir sérieusement peur. Et on a continué, j'ai continué, voilà. Ça ne s'est pas amélioré, j'ai continué, j'ai eu mon bac. Cependant, il faut d'abord noter que même dans ma famille, j'avais déjà mon oncle paternel qui m'avait déjà menacé, il m'avait menacé de mort. Il m'avait menacé de mort, il me dit que je suis têtu, il va me montrer quelque chose, il va me faire voir quelque chose. Il m'a dit ça comme ça. Voilà. Et même mes parents étaient déjà au courant qu'il m'avait menacé, il m'avait avancé ce genre de paroles. Voilà, ça c'est juste un détail. Voilà. Lorsque je vais à l'université, encore dans une école, dans une université catholique, voilà, je vais un peu taire le nom. Je vais pour faire la première année. Mes parents m'avaient un peu loin de la famille pour que j'aille continuer les études. Ce qui se passe, c'est que vu que j'étais un peu un bleu, il fallait s'accommoder, préparer soi-même, tout ça, vivre un peu. Voilà, les premiers jours, les premières semaines. Ce que j'ai voulu faire, c'est que je suis allé dans un petit, on va dire un petit snack, un petit bar. Bon, ils en vendaient le poisson braisé à l'extérieur. Je voulais vraiment manger du poisson braisé. Et je suis allé, j'ai passé ma commande. Voilà, on m'a servi. Et quand j'ai fini de manger, j'ai mangé à l'extérieur. Et quand j'ai fini de manger, en rentrant, je me rends compte que j'ai des picotements sur tout le visage. Mais alors des picotements désagréables. Et là, je me rends compte vraiment que il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que après, je commence à avoir des douleurs au niveau du ventre. Et lorsque j'entre dans ma chambre, je commence à vomir d'abord tout ce que j'ai mangé. Ensuite, je vomis un liquide qui est vert. Donc, je ne sais pas d'où ça sortait. Je sais pas. Et en plus, je commence à vomir du sang. Voilà. Et là, j'ai automatiquement pensé à une intoxication alimentaire. Ou quelque chose comme ça. Ou c'était un empoisonnement. Mais j'avais sérieusement mal au ventre et je vomissais du sang. Ça faisait sérieusement mal. J'avais l'impression que mes intestins allaient sortir. Voilà. Heureusement qu'il y avait un camarade là, un voisin, il avait une écorce que son grand-père lui avait donnée. Il a essayé de me donner cela. J'ai bu, j'ai croqué. Voilà. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé parce que j'avais encore des petites douleurs de temps en temps. Cependant, ce qui se passe, c'est que après cet événement-là, je continue mes études à l'université, mais sauf que j'ai un peu honte parce que au niveau du visage, ça ne fait que s'aggraver.
je remarque qu'il y a une couche au niveau de mon visage, des couches au niveau de mon visage qui sortent et qui s'aggravent. Mais là, c'était des vraies couches. Et je commence à consulter les dermatologues, des spécialistes. Et jusque-là, ça ne donne pas. On ne trouve pas de solution. Et pour décrire un peu la situation de peau que j'avais, c'était vraiment inesthétique. Parce qu'au niveau du front, j'avais une couche là, au niveau du front, tout le front, une grosse couche qui sortait. Tu sens que c'était épais. Voilà. Et au niveau des deux yeux, entre les yeux, il y avait une masse de chair qui était sortie, qui reliait les deux paupières. Voilà, une masse de chair tout noir. Même la couche, tout était noir. Au niveau du menton, en dessous de la bouche, au niveau du menton, là, voilà, le petit creux qui est souvent en dessus de la bouche, là. Le menton, tout ça. Il y avait une grosse masse de chair qui faisait un peu le CSO. Voilà. C'était vraiment inesthétique. Inesthétique. Donc, je suis passé on va dire, de l'ange, je ressemblais carrément à un démon, je peux le dire comme ça. Et là, j'ai vu la réalité de ce que mon camarade m'avait dit. Et parce que c'est pour ça que j'ai voulu parler de lui dans cette histoire. Parce que je me rappelle toujours de ce qu'il m'avait dit. Je me suis toujours rappelé. Et là, l'impact que ça a eu sur moi, c'est que j'ai commencé à devenir un enfant un peu rebelle. Au niveau de mon comportement, j'avais un peu honte de m'afficher avec mes camarades, avec mes camarades à l'école, parce que le regard des autres c'était lourd, c'était difficile. Je séchais les cours, je commençais avec l'alcool, je commençais avec les prostituées, tout ça, il fallait que je paye, puisque je me sentais pas beau, je ne pouvais pas draguer une fille, je ne pouvais même pas me placer devant elle. Voilà. Et je commençais un peu à vivre une vie un peu désordonnée. C'était pas du tout moi. J'avais l'impression que c'était une autre personne. Voilà, je suis quitté de celui du petit intello qui aimait l'école, qui était toujours pris pour exemple. Directement, j'ai basculé de l'autre côté. Donc de manière brutale. Parce que je connaissais l'amour que j'ai pour les études et pour tout, voilà, pour tout le sérieux, pour mon avenir, tout ça. Mais j'ai basculé de l'autre côté. Voilà. Pour continuer l'histoire, il faut évoquer aussi la situation, c'est que je suis quitté voilà, je ne vais pas citer le nom de la ville, mais je vais quand même citer. C'était Bertois. J'ai quitté Bertois, je suis parti fréquenter à Douala. Douala parce que là, mes parents m'ont encore inscrit dans une école un peu plus prestigieuse. Et là-bas, j'ai encore subi beaucoup de moqueries. Parce que là, c'est une école française. J'ai subi beaucoup de moqueries, des camarades qui ne comprennent pas. Ouais, ils sont d'où? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi qu'il a sur le visage là? C'était mon posé, je sentais dans leur regard. Ouais, t'as le regard qui te juge, qui veut savoir. C'était vraiment désagréable. Moi aussi, je pouvais pas donner une réponse parce que j'avais vu des dermatologues, j'avais vu des spécialistes, des esthéticiens. À la limite, t'es découragé. Quand tu as une situation comme ça, t'es découragé, démoralisé. Parce que tu sais pas si c'est naturel ou bien c'est spirituel ou bien, je sais pas. Voilà. À la limite, tu es désemparé. Et j'ai continué mes études là-bas. J'ai pu avoir ma licence malgré les moqueries. Et mes camarades qui me traitaient de mouche. Voilà. N'hésitez pas. Surtout que quand tu es jeune, l'aspect physique, ça compte. Il faut être beau, il faut être belle, il faut se filmer, il faut faire les selfies, tout ça. Voilà. Je suis rentré donc, après ma licence à Yaoundé, parce que je voulais un peu ressentir cette chaleur humaine, mes parents, voilà. Vivre un peu avec la famille pour sentir au moins cet amour. Parce que généralement, la famille, ils ne vont pas trop te juger, même si tu te juges, c'est avec un certain degré. Voilà. Et je suis rentré, je pouvais déjà commencer à chercher le travail, mais je voulais vraiment vivre en famille. Et je voulais pas sortir. Subir le regard des autres, c'était vraiment difficile. Et ce qui se passe, c'est que vu que j'avais fait beaucoup de concours, et j'étais vraiment désespéré même sur ce plan-là. Parce que mes parents voulaient que je fasse un concours, genre que dans une école, voilà. Une école, voilà, qui me donnait l'image, voilà, c'est comme ça. On va dire quoi, ENAM, école normale, tout ça, l'EMIA, tout ça. J'ai fait tout ça. Et à la limite, j'étais désespéré. Et ce que je faisais généralement, c'est que
vu que moi j'étais dans le style jeu de hasard, prostituée, il fallait entretenir cette vie-là, il me fallait de l'argent. Et ce que je faisais régulièrement, c'est que je prenais l'argent qu'on me donnait pour les concours, tout ça. Moi, je partais faire la fête, je partais vivre ma vie, entretenir ma vie, parce que c'est là que je me réfugiais. Voilà. Et j'avais décidé de le faire. Un jour, on m'a donné l'argent pour aller faire le concours. Voilà, je vais dire le nom du concours, le concours de l'EMIA. Voilà. Je suis allé pour faire un faux document pour justifier que effectivement j'ai déposé le dossier et j'attends juste le jour pour composer. Voilà, il fallait aller faire un faux document pour mon gros-parent. Et je suis allé à la poste centrale. Mais avant d'aller à la poste centrale, je voulais un peu garder un peu d'argent dans un compte, voilà, dans un petit compte d'agence, des petites agences expression, on va dire centre publicitaire. Voilà, et je suis allé. La dame là m'a dit, voilà, on est un peu pris pour l'instant. Si tu as quelque chose à aller faire quelque part, vas-y, quand tu reviens, on va te créer ton compte et puis tu pourras déposer ton argent. Je suis allé en ville pour faire mon petit justificatif. Et lorsque j'arrive, je croise un monsieur qui me propose de me faire ça vite fait. Et pendant qu'on discute ensemble, je remarque bien qu'il y a un fou qui me regarde à distance. Mais ce fou alors, il nous regardait vraiment. Il nous regardait vraiment, nous observait. Et moi, je me sentais un peu gêné. Ça devenait un peu... Voilà. Et sur le coup, il m'a dit qu'il allait aller chercher. Le monsieur m'a dit qu'il allait aller confectionner le cachet, me donner les petits documents que je pourrais présenter en justificatif. Et il a un peu pris du temps avant de revenir. Du coup, je suis allé voir d'autres solutions de l'autre côté de la route. Là-bas, je n'ai pas trouvé ce que je recherchais. Je suis revenu pour attendre le monsieur qui m'a d'abord croisé pour la première fois. Et du coup, il est venu. Il m'a donné tout, il m'a donné les cachets, il m'a donné les petits reçus là, des documents que je pouvais mettre. Et lorsqu'il me donne, lorsque je veux traverser la route, et lorsque je traverse la route, un monsieur se présente devant moi. Il me dit, je suis l'officier tant. Monsieur, qu'est-ce que vous avez dans votre sac? Dès qu'il m'a dit ça, j'ai la chair de poule, j'ai frissonné. Je suis un peu resté en arrêt pendant 3 secondes parce que je ne comprenais pas. Je voulais réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il y avait un petit caravane derrière moi, d'un bond en arrière. J'ai fait le bond en arrière, je me suis mis à courir. Il m'a poursuivi dans la course et vu qu'il y a une banque un peu devant, au tournant de la banque, il m'a pointé l'arme. Il m'a dit, si tu bouges, je tire. C'est là où je me suis arrêté. Il m'a tenu là, tout le monde criait, oh, wow, on a arrêté, voilà. Et je suis parti, il m'a mis les minutes. Je suis entré en cellule. Et en cellule là, il me dit, dès qu'il lit mon nom, il me dit, tu t'appelles, tant. Et je me rends compte qu'il connaissait le nom de mes parents. Il me dit, c'est ton père qui travaille tel endroit. Il a toujours sa voiture là. Et comment as-tu fait pour te retrouver dans cette situation? Pourquoi tu as tant de... Il a dit, tu as tant de malchance, quelque chose comme ça, je sais pas. Et en plus, quand tu courais tellement lentement, j'avais l'impression que tu n'es pas un jeune. Tu es jeune, mais tu n'arrives pas à courir avec moi qui est un cinquantenaire. Effectivement, parce que je courais. D'habitude, je suis quelqu'un qui court assez vite. Parce que même quand je faisais toujours mes concours, j'étais toujours, on va dire quoi, j'étais un mime, on va dire ça comme ça. Mais là, j'avais l'impression de courir au ralenti. Donc je courais, mais je n'avançais pas. Voilà. Et quand il m'a dit ça, quand il m'a parlé de mes parents, j'ai commencé à fondre en larmes. Franchement. J'ai fondu en larmes, sérieusement. Et après, il m'a fait signer une lettre d'engagement que voilà, que je vais te refaire le faux, si je refais, voilà, que c'est Dieu qui va
qui va me punir si je le fais encore. C'est ce qui m'a fait signer. C'est ce qui m'a fait signer. Voilà. Du coup, je suis sorti. Il n'a pas appelé mes parents comme je lui ai demandé. Voilà. C'est vrai que je lui ai un peu. On connaît une sous-police. Hein. Je lui ai donné quelque chose, on m'a dit comme ça. Et quand je sors, je me rends compte que après les pleurs que j'ai fait, voilà, j'avais une perception différente de la vie. Voilà, comme si une écaille est quittée devant mes yeux. Donc j'avais vraiment l'impression de voir la vie autrement. Bon, je voyais la vie comme un endroit où je suis étranger. Mais sérieusement, comme un endroit où tout joue en ma défaveur. Où les choses sont juste là pour combattre ma nature ou ma relation avec Dieu. Moi, c'est ça que j'avais dans c'était ma perspective maintenant, c'était la façon dont je voyais la vie. Parce que c'était la période du coronavirus. Il faut dire que ce jour, ça se passe le 16 décembre 2020. Et c'était la période du coronavirus. Voilà, et tout le monde se posait, le coronavirus, tout ça, ça sort d'où? Et là, vraiment, ça donnait à moi une colère, mais une colère qui me donnait envie de suivre Dieu, qui me donnait envie de vivre ce que Dieu me demande dans sa parole. Et c'était ça, c'était tout ce que ça m'inspirait. Du coup, en 2021, je décide clairement de me consacrer à Dieu. Je commence à prier, mais intensément. Je commence à me sanctifier, me consacrer. Je lis la Bible de manière intense. De manière intense. Voilà, j'allais à l'église tous les dimanches. Donc, je vivais une vie pieuse. Mais pieuse alors. Et quelques temps après, on va dire quoi, la période de Pâques. Voilà, c'est 40 jours de jeûne. Voilà, tout ça. Je mène bien ma période de Pâques. Hein. Je fais du jeûne, je prie. Voilà, je fais mes prières. Et lors de le jour de la Pâques, je vais à l'église. Je vais à l'église et après l'église, je rentre chez moi. En rentrant chez moi, je entre dans ma chambre et je me couche sur mon lit. Mais je voulais écouter un peu de musique parce que il fallait écouter un peu de musique avant de dormir. J'écoutais que du gospel. Et là, je voulais écouter une musique de Luc Dumont. C'est pas une publicité, Luc Dumont, malgré tout. Voilà, c'est la musique qui m'a marqué. Jusqu'à présent, je l'ai dans mon téléphone. Voilà. Et lorsque je lance la musique, pam, une présence se manifeste dans ma chambre. Voilà, je vois dans un angle de ma chambre un monsieur avec une lumière, mais une robe resplendissante, bien blanche, mais bien blanche alors, une robe. Et le monsieur a les mains un peu écartées, genre bienvenue, voilà, comme s'il veut me prendre dans ses bras, quelque chose comme ça. Mais la lumière, c'était une lumière, mais vraiment, vraiment. Et l'autre aspect qu'il faut noter, c'est l'amour que cela dégageait. Parce que un être humain ne peut pas aimer comme ça. Du genre, on t'aime à un point, tu as envie de pleurer. Mais cet amour, ça m'a donné envie de pardonner aux personnes qui m'avaient offensé, toutes les personnes qui m'avaient fait du mal. Moi, je ne leur en voulais plus. Parce que l'amour que j'ai ressenti ce jour, je me disais, est-ce que c'était pour moi, je le mérite, ce genre d'amour? Voilà. C'était les deux aspects, la lumière et l'amour. Et ce que je faisais généralement, c'est que je baissais la tête, j'essayais de relever ma tête parce que j'avais l'impression d'être en face d'une entité, on va dire quoi, d'une personnalité spirituelle. Et que vraiment, je ne suis pas digne de le regarder, malgré que j'essayais de me sanctifier vraiment, vraiment. Mais je baissais la tête, je soulevais la tête, je baissais la tête, je soulevais. Parce que je voulais voir. Voilà. Donc j'étais un peu entre les deux. Et je pleurais à chaudes larmes. Pas parce que j'avais mal, mais cet amour m'a fait pleurer.
Voilà. Et bien après cette situation, je me suis dit vraiment, là, je crois, parce que lorsque cet être m'est apparu, j'ai même pas eu le temps de faire un vœu, genre une prière. C'est lorsqu'il est parti, je lui ai dit, Seigneur, si tu permets que ce visage soit restauré, je témoignerai de tout, je témoignerai dans tout le monde. Je témoignerai de ta puissance et je te servirai toute ma vie. Et je lui ai dit, c'est après, c'est juste après, parce que je ne pouvais même pas ouvrir la bouche pendant qu'il était là. Je ne pouvais pas. Je pouvais juste pleurer. Voilà. Et lorsqu'il s'est passé, j'ai continué mes problèmes de peau. Et j'essayais d'économiser un peu d'argent parce que je me suis dit, voilà, ça c'est la bonne année, il faut trouver une solution. J'avais fait près de 7 ans. 7 ans avec cette situation. Mais c'était alors désagréable. Pour un jeune, tu n'es pas né comme ça. Voilà, tu connais ce que c'est qu'on t'apprécie physiquement, tu passes d'un autre côté. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et j'ai décidé de changer les choses. J'ai commencé à économiser pour trouver une solution parce que mes parents avaient beaucoup dépensé pour ce problème-là. Tout le monde était désespéré. Chacun m'envoyait ses astuces. Chacun voulait me dire telle chose, telle chose. Pourtant, j'avais à tout essayer. Tout essayer. Et c'est là où j'arrive dans une pharmacie qu'on m'avait envoyé comme ça. Voilà. Et là-bas, je fais des achats pratiquement en une fois, 80 000. Voilà, on me donne un tas de trucs. Finalement, ça aggrave ma situation. Ça me rend encore, ça me détruit encore, ça me rend encore inesthétique vraiment au niveau du visage. Et là vraiment, la particularité c'est que je ressentais en moi un calme, une paix. Les autres autour de moi, ils voyaient mon visage qui était détruit, défiguré. Mais moi, j'étais tellement calme à l'intérieur. Mais j'avais une paix, mais alors même quelqu'un qui, je sais pas, quelqu'un qui a tout ce qu'il veut dans la vie, ne pouvait pas avoir la paix que j'avais à ce moment-là. J'étais calme, j'avais la paix, j'étais serein, comme si je savais déjà que c'est déjà fait. Oui. Et là, j'ai continué. Je faisais des soins de visage qui n'ont jamais prospéré et qui n'ont jamais donné le résultat attendu. Voilà, quand tu fais un soin de visage à 25 000 et que ça ne donne pas le résultat, voilà, c'est compliqué, ça te fait dépenser de l'argent. C'était vraiment le point focal. Et là, juste après, j'ai commencé à prier, je lisais la Bible. Et là, j'ai eu une révélation au niveau de la Bible. Parce que les gens disent que la Bible, voilà, moi je pense que la Bible parle. Dieu peut te parler à travers la Bible. Il te parle à travers la Bible, à travers un verset. Et le verset qui m'a permis, c'était l'épisode où les disciples de Jésus étaient en train de faire la pêche. Et toute la nuit, ils ont essayé de tirer un poisson, rien. Et là, Jésus arrive. Il demande de jeter le filet à tel niveau. Et là, le disciple lui dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Et c'était mon verset. Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Et ça, c'était le verset de la clé. C'était ma clé là-bas. Ensuite, après ça, je suis allé faire une recherche sur Google, banal. Je suis allé faire une recherche sur Google banal et je suis tombé sur un tas d'entreprises qui se proposaient de faire des services. Et tac, dès que j'ai vu le nom d'une entreprise, j'ai su que voilà ça. Ça va, c'est ça. Une fois, je suis allé, j'ai pris un rendez-vous, j'ai échangé avec la dame qui devait me recevoir, tout ça, elle a vu ma situation, voilà. Et elle m'a dit de revenir. Et je suis revenu à mes parents cette fois-ci. Et mon père, lui, n'y croyait pas parce qu'il me dit, voilà, tu sais combien de dermatologues on a vus, mais est-ce que tu sais les spécialistes, les professionnels, les meilleurs même du pays? Voilà, on m'a dit, il y a des doigts là, tout ça, on a les spécialistes. Et jusque-là, on n'avait pas de situation, il n'y avait pas de résultat.
Et toi, tu me dis que c'est un truc là. Voilà. Voilà. Le nom de l'institut, je ne vais pas, peut-être je vais donner, c'est Escape, ça peut aider quelqu'un ou bien. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que j'avais trouvé une solution. Mais mon père n'y croyait toujours pas. Le jour qu'on nous sommes partis, une grave pluie s'est annoncée. Donc, mais quand on a démarré la voiture, avant de sortir du portail, la pluie a commencé intensément. Et moi, j'étais tellement sensible sur le plan spirituel à cette période-là. Mais moi, j'ai ressenti des esprits qui n'étaient pas contents. Pas contents. Ça veut dire que mon père conduisait, mais moi, je ressentais des présences obscures. Mais moi, je les voyais. Non. Et ils n'étaient pas du tout contents. Mais on était à quelques pas de l'entreprise qui devait nous recevoir. Mais je vous rassure qu'on n'a pas pu sortir de la voiture parce que la pluie était tellement intense. Et finalement, on est sorti dans la pluie, mouillé. On a fait quelques 100 mètres, mais on était trempés quand on est arrivé. Trempés. Parce qu'ils n'étaient pas contents. Et là, j'ai fait 3 mois de traitement. J'ai fait des traitements, j'ai fait des sons, j'ai fait des visites. Voilà. Pendant une longue période, c'était plus de 3 mois quand même. Et la dame me dit qu'elle n'a jamais vu ça. Donc elle ne comprenait pas. Et elle priait même lorsqu'elle me faisait le traitement. Je l'entendais prier. Parce que eux, leur traitement, ils le font avec l'acide. Ils font avec l'acide. Déjà, on te met un acide nutritif qui permet de nourrir la peau, qui enlève les impuretés. Voilà. Ça enlève tout. Mais pour moi, ça ne quittait pas. Donc c'était tellement ancré. C'était vraiment... Finalement, là, c'était mon père. Et mon père me dit finalement que... On lui a dit que c'était... voilà. Quand on avait mis un voile. Voilà, on m'a mis un voile sur le visage. Un voile sur le visage. Et que c'était ça. Elle a trouvé la solution dans le plan spirituel d'abord. Avant de le traiter sur le plan physique. C'est là. Et quand j'ai vu les premiers résultats DMG, j'étais rassuré. J'ai fondu en larmes. Parce que c'était un peu prendre ça comme quelque chose de banal, mais un jeune, les problèmes d'esthétique, quand les problèmes de peau, tout ça, c'est compliqué quand tu es un jeune. Les moqueries, les jeunes sont sans pitié. On te lancer des mots, mais tu es brisé de l'intérieur, tu es détruit. Ça peut te marquer toute ta vie. Toute ta vie. Et c'était vraiment un soulagement parce que je pensais à toutes les fois où j'avais été humilié, toutes les fois où j'avais été rejeté, toutes les fois où les gens se sont moqués de moi. C'est qu'ils ne m'avaient jamais vu auparavant où j'ai rayonnais, j'étais bien. Mais certaines personnes, ils ont fait 7 ans. Ils me connaissaient juste d'une manière bizarre. Mais quand ils m'ont revu, ils m'ont dit, mais ils ne comprenaient, ils ne savaient pas si c'était vraiment moi. Parce que j'étais transformé. J'étais transformé. Et vraiment, cette année de 2021, c'était une année, l'année où, le jour où je vais dire quoi, que l'entité m'est apparue, l'entité spirituelle, parce que je suis sûr que c'est Jésus, parce que je jurais que sur son nom. Je jurais que sur le nom du Seigneur Jésus. Voilà. Mais je vais laisser le doute à ceux qui sont encore dubitatifs. Je vais laisser ça. Mais je sais que mon Seigneur, mon Rédempteur est vivant. Et lorsqu'on se donne à lui, il ne déçoit jamais. Lorsqu'on se donne à lui, il ne déçoit pas. Voilà. Là, c'était mon histoire que j'essaie de partager et j'espère que ça va aider certains d'entre nous. Parce que ce monde, beaucoup cherchent à combattre la parole de Dieu. On ne veut pas parler des vrais sujets. On évite. Mais la vérité est là. C'est que notre Dieu
notre Dieu est éternel et nous propose l'éternité. Et moi, depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu peur de la mort. Jamais. Je vais vivre peut-être longtemps, mais je sais que après cette vie, il y a une autre. Voilà. Quelles que soient les persécutions que je peux vivre maintenant, quelles que soient les persécutions que je peux vivre, je continue à me battre tous les jours. Et je sais que mon Dieu ne m'abandonne pas. C'est comme ça. Voilà. Merci pour tous ceux qui ont écouté. Et je vous souhaite la victoire dans tous vos défis. Voilà. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut la communauté. Je viens encore pour conter mon histoire personnelle en fait. Tout a commencé quand j'ai appelé une camarade pour venir vivre avec moi. Donc je venais de sortir de ma formation et il dit en tout cas je vais me marier cette année. Et ma camarade, elle me conseille, elle dit mais faut toucher à tout ce qui se drague, il faut tester. C'est lui que bon, maintenant tu le choisis. Je dis ok. Après maintenant, parce que c'est ma camarade, je l'ai invitée chez moi. Donc après, quand elle est partie chez eux, elle m'a appelé. Elle dit il y a un monsieur ici là, un marabout en fait, qui fait du bon travail. Et là, il dit ok, je viens. Et puis, on est parti chez le monsieur. Il a dit au monsieur, il dit moi je veux un bon type, hein, quelqu'un qui a l'argent, qui peut même payer voiture pour moi. Donc le monsieur dit, ok, je vais faire mon travail. Donc le monsieur, il m'a donné une eau, il dit de me laver avec. Aïe. Donc cette eau-là, j'ai pris, je me suis lavé avec. Quand j'ai fini de mettre l'eau là, genre, pas se laver en tant que laver, hein, se pommader avec en fait. Donc je me suis pommadée à l'eau. Donc quand je me suis pommadée à cette eau là, j'ai dit, les gens ont commencé à me regarder de partout. C'est comme même, c'est le charme même que j'ai fait sur moi. Donc c'est moi, c'est tombé sur un voyage de nuit. Et j'ai fait la rencontre d'un monsieur. Donc j'étais au carrefour comme ça en pleine nuit, vers 23 h. Parce que la voiture n'est pas vite arrivée, donc je ne savais pas comment partir à la maison. Donc j'étais arrêté là comme ça, j'attendais le petit matin. Donc je viens un inconnu, en tout cas un inconnu. Mais il s'est présenté, donc c'est trouve que c'est quelqu'un même qui est trop connu. Donc je connaissais des gens même à côté qui m'ont dit que il peut t'héberger. Il est le président des jeunes ici. Donc sa mission, c'est d'aider les jeunes. Donc le gars qui était syndicat à la gare m'a dit ça. Que donc faut pas craindre, nous on le connaît ici. Donc comme c'est un monsieur, je le connais d'habitude. Quand il fait mes voyages, il passe à la gare là-bas souvent là. J'ai dit ok, comme le monsieur m'a dit ça là, attends, il va me héberger. Dans un berger là, le monsieur là aussi a commencé à me draguer. Aïe. Il était là comme ça, il dit non. Il dit dans mon cœur non. Et puis je n'ai rien dit. Prendre le numéro. Il se trouve que le monsieur, il allait me berger dans une maison. Selon lui, c'est quand les politiciens viennent dans la ville même là. C'est là-bas, ils logent. Dans une grande maison. Elle est tellement grande. Et alors que lui-même là, il ne vit pas dans cette maison. Hein. La maison est là spécialement pour héberger les étrangers. Donc la maison appartient à son papa. Et son papa est à l'étranger. Son papa c'est un grand politicien. DMG, je t'ai rien dit. Donc moi, il est allé, il a mis clim en moi, une grande chambre. Puis là, la chambre là est grande, ça vaut même terrain.
terrain de quelqu'un même, la chambre là. Donc, moi, c'est là-bas, ils sont allés me loger. Il était là comme ça là. Dès qu'il a mis le clim en marche, et il est parti. Quand il a mis le clim en marche, moi-même il dit, il faut éteindre le clim. Faut éteindre la climatisation. Et il dit non, c'est ce qui peut t'arranger. C'est mieux que tu laisses le clim en marche. Au lieu de me dire la vérité, il ne me dit pas la vérité. Hein. Il me dit que c'est ce qui peut m'arranger qu'elle là. Donc à peine lui il est sorti aussi, moi aussi là, j'ai éteint. Et il y avait un peu froid, donc j'ai éteint. C'est mon calvaire fait là qu'elle là. Je suis allé me laver. Il dit, je suis couché sur mon lit là. C'est comme si j'attendais des esprits en train de causer autour de moi. La peur de ma vie. Rien qui dit. La fille là même, elle est venue chercher quoi au milieu de nous ici. Toi tu vois pas, c'est toi qui es venu au milieu de nous ici. Et c'est comme il y avait une dame même avec un bébé au dos. C'est comme genre, je les voyais en vision en fait. Pas dans le sommeil, hein. Vision. C'est comme genre, les visions là, quand quelqu'un parle là, je le vois en flash. Il était là comme ça, paniqué. Prière n'est pas prière. Je me suis levé sur mon lit en même temps. Il a commencé à prier. J'ai invoqué Dieu. Je suis musulmane, mais il a prié à la manière chrétienne ce jour. Il n'a pas pris une date de prière. Je me suis assis. Je me suis mise en genoux à côté du lit. Et puis j'ai commencé à invoquer Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Ça va plus se répéter. Aide-moi à sortir d'ici sans problème. Et j'ai commencé à prier. Et l'invocation coranique. Hey, il y a une sourate en islam, on dit Attaque aussi. Le sourate du trône. Si c'est très efficace. J'ai commencé à dire ça. Mais malgré ça, là, j'attendais les voix. Ils sont là posés. Il y a une qui dit, faut laisser la fille là. Elle n'a rien fait. Elle est une croyante. Tu sais que quand Dieu a la main sur quelqu'un là, que nous là, on ne peut rien faire à la personne. Donc il faut la laisser comme ça. Et l'autre a dit, mais elle est venue chercher quoi parmi nous aussi? Elle veut quoi ici? Elle n'est qu'à partir chez elle. Elle sait qu'il n'y a pas sa place ici là. D'ici matin, mon cœur là même là, moi c'est comme si c'était au fou. J'ai dit, la maison est tellement grande que je ne pouvais pas sortir. La maison est tellement grande. C'est comme genre, on peut dire même là, 20 terrains qu'ils ont pris pour construire des étages avec beaucoup de chambres dedans. Je ne sais pas. La maison était grande, très grande. Donc, quand c'était comme ça, là, donc, matin maintenant, là, et le monsieur est venu me chercher. Moi, je n'ai rien dit. Moi, la solution est que je sorte de là. Une fois que j'ai pu sortir de là, il dit déjeuner. Il dit non. Il dit je suis rassasié. Et je suis venu me chercher dans la voiture, on est parti. On est parti me déposer à la gare. Et il m'a déposé à la gare, là. Il me dit, tu es faute de... Il dit, comment ça? Est-ce que tu sais que tu n'étais pas seul dans cette maison? Il dit, je le sais. Et puis il est parti. Il dit, le monsieur là, il m'a bloqué. Après là, j'ai failli, quand je suis quitté là-bas, là, il m'a déposé à la gare. Après, il a essayé son numéro. Il dit, je vais l'appeler pour l'insulter. Je vois son numéro passe plus. Il était là comme ça, dépassé par la situation. Je dis, moi encore, me mettre dans une situation pareille. Faire attirance, je dis, médicament du monsieur là, je suis allé jeter en même temps. Bonne soirée à vous, c'était ma petite contribution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Schnezois a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.